Bonsoir à tous, très heureux d'être là avec vous pour parler donc d'architecture logicielle, plus particulièrement de monolithes et de microservices. Est-ce que dans la salle, il y en a qui font aujourd'hui des monolithes? Des microservices? Ok. Ok, le combat s'annonce serré, 50-50. Donc on va voir un petit peu quel impact va avoir ce choix d'architecture sur votre futur. Donc je vous présente Nicolas Raymond, qui est Tech Lead chez CGI, expert technique Azure, C#, Java et bien sûr piscine à débordement. Et membre du MTG Clermont, et une citation qui lui correspond bien, c'est un peu de pragmatisme, ça ne fait pas de mal. Et je suis avec Olivier Goutet, Scrum Master à Openium. C'est également l'un des fondateurs. Il est expert en développement mobile, iPhone, Android et en carrelage en pose à bâton rompu. Si vous ne savez pas ce que c'est, lui c'est un expert. Il est fan de solutions simples et une phrase qui le représente, c'est le sarcasme et sa raison de vivre. Donc en fait, pourquoi on a décidé de vous parler à Volcamp de ce sujet, c'est qu'on est tous les deux sur un projet avec une architecture microservice, avec plus ou moins de bonheur. On a des visions qui sont différentes sur le sujet et qui sont tirées de nos expériences personnelles. Bon, petit disclaimer, il y a des monolithes qui marchent, il y a des microservices qui marchent, pas toujours, on va le voir. On n'est pas des experts, mais on est ravis de partager nos réflexions et nos expériences avec vous ce soir. Alors les monolithes, ils ont des promesses qui sont très très simples, à l'image du Thermomix. Ce sont des architectures qui sont simples, performantes, où le debug est facilité et où le développement est également facilité. Côté microservices, un ensemble d'ustensiles spécialisés, agilité, évolutivité, testabilité, un déploiement indépendant, une fiabilité élevée et également un debug facile. En fait, la question sur ces architectures, c'est un peu comme ces deux cuisines. Vous voyez une cuisine jaune, vous voyez une cuisine bleue. Est-ce que vous faites des meilleurs plats dans la cuisine jaune que dans la cuisine bleue? C'est une véritable question. Est-ce que la cuisine bleue va vous transformer en Anne-Sophie Pic alors que la cuisine jaune en cauchemar en cuisine? Donc la question est, quelle archi? Ou au contraire, qu'est-ce qu'on va faire avec? Alors bien entendu, si on veut 3 étoiles au Michelin, il faut une cuisine de 300 mètres carrés en inox intégral. Mais finalement, pour la cuisine de tous les jours, qui correspond à 99% de nos repas, avec nos projets de tous les jours, qui correspondent à 99% de nos projets, est-ce que la cuisine de Philippe Etchebest n'est pas de trop? Est-ce que Facebook ou Spotify ait besoin d'architecture scalable, répartie et modulaire, c'est une chose, mais nous, vraiment, dans nos projets, les choix qu'on va faire vont avoir un impact très fort sur nos développements. Ok, donc on parle de microservices, de monolithes. Peut-être un petit rappel, qu'est-ce que c'est? Donc un monolithe, un service composé de plusieurs fonctionnalités avec une base de données sur laquelle se trouvent toutes ces données également. Microservice, on va découper en domaines spécifiques dédiés avec sa base de données. Et évidemment, on peut avoir plusieurs services pour une seule base de données. Alors on est parti sur des hypothèses de départ. Alors tout d'abord, nos développeurs sont des super développeurs. On a besoin de développeurs expérimentés pour notre projet. On a une carte bleue bien garnie. On ne veut pas dépenser non plus des fortunes, mais on a les moyens de nos ambitions. On a également sur notre discours une volonté de simplifier le discours. On veut qu'il soit compréhensible, on ne parlera pas de back for front, de base de données distribuées ou de solutions hybrides. On laisse ça pour une conférence ultérieure peut-être. Et surtout, on va partir sur l'optique d'un projet plutôt start-up avec une forte croissance. On va commencer petit et faire évoluer le projet pour suivre le développement de la société. Donc on parlait de start-up, c'est simple, on va suivre les phases de développement d'une start-up. On ne va pas parler de la phase d'idéation, parce que pour l'instant, il n'y a pas encore d'IT. Par contre, on parlera de la phase de création, moins de 3 employés, peut-être 1 ou 2 développeurs. La phase d'amorçage, donc là, on commence à avoir une première version de l'offre sur le marché avec une pizza team. La phase de scaling, là, on commence à grossir significativement, 15 à 80 employés. Et enfin, la phase d'expansion, on commence à se distribuer de manière géographique, avoir potentiellement des rachats d'autres entreprises
et on est à plus de 80 employés. Voilà, donc ça fera un très beau développement de start-up avec toutes les phases qu'on rêve tous de suivre sur les sociétés qu'on crée et les projets informatiques qui vont avec. Évidemment. Et donc pour rendre le discours très clair, on a décidé sur chacune de ces phases de se mettre des critères qu'on va, sur chacune des architectures qu'on a choisies, monolithe ou microservice, on va appliquer les mêmes critères sur ces différentes phases pour voir en quoi ces choix architecturaux vont impacter le quotidien. On va faire une comparaison au niveau des features, de la structuration technique du projet, de l'investissement, de la préparation à la scalabilité, le ROI, imagé avec le boss est content, et le café, le surcharge des équipes de développeurs. Vous savez tous qu'on boit du café, éventuellement du thé pour certains, même ici présents. Première année, la phase de création, mise en place des premières fonctionnalités. Donc là, la priorité, c'est d'itérer. Okay, donc on va vouloir sortir une première version pour le client et pouvoir itérer pour voir ce qu'il pense de notre savoir-faire. Donc on va commencer par la maison de paille, maison de bois, puis maison de briques. Il faut aller vite et gagner nos clients, gagner la confiance. C'est clairement la phase clé. Il y a pas mal de sociétés qui ne survivent pas à la première année. Donc là, la stratégie qu'on a mis en place donne à peu près ça. Si on se part sur une architecture monolithique que vous trouvez sur votre gauche, on est plutôt comme la Formule 1. On avance pleine balle, on est capable de livrer des features très rapidement et d'itérer avec des retours utilisateurs. On a une architecture qui est peu coûteuse et les développements simples sans contrainte architecturale très forte. Côté microservices, alors on va faire de la fonctionnalité, mais on va quand même beaucoup investir sur l'infrastructure. Il va falloir peut-être avoir une stratégie pour nos bases, peut-être avoir des middleware, peut-être pas mal de bonnes pratiques parce qu'elles vont être répliquées X fois, des bonnes pratiques de dev. Et donc, il va falloir investir sur tout ça. Enfin, là, j'ai surtout l'impression que tu nous as construit un circuit sans mettre une course dessus, quoi. Ouais, et pour l'instant, ça devient compliqué. C'est pas ça devient compliqué, c'est qu'en gros, il n'y a rien qui sort sur la première année, mais c'est pas grave, j'ai fait le plus beau circuit de l'année. On investit sur l'avenir. Vraiment. Je sais pas si tu te souviens, le projet qu'on a fait ensemble, les premières années, c'était un peu compliqué pour mon moral de se dire, on sort si peu vu tout l'investissement qui est fait. Clairement, sur une phase 1, ça me paraît pas du tout approprié. Ouais, on va voir. On va voir. Donc si on fait un bilan sur cette première année, on a au niveau du monolithe des features qui sortent, comme je vous le disais, très rapidement, des coûts techniques, assez faibles, de la technique relativement simple, une scalabilité, on verra quand on en aura besoin, un ROI maximum, j'ai dépensé assez peu par feature vu que je livre, et les développeurs développent les features et globalement ils n'ont pas l'air d'avoir si chaud que ça. Ouais. Côté microservices, un petit peu de fonctionnalité mais pas beaucoup, beaucoup de technique quand même, avec un coût assez élevé par rapport à l'entreprise. On prépare la scalabilité, le ROI n'est pas forcément au rendez-vous. Ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à engager les équipes, et donc là, il faut quand même pas mal de café, mais on arrive à sortir des choses. J'appelle ça la phase « mais qu'est-ce qu'ils foutent ces devs ?» Voilà. Ouais, c'est vrai, c'était une phrase que tu disais pas mal au début du projet. Oui, je suis désolé pour les développeurs qui étaient là. Deuxième phase, la phase d'amorçage, feature et premier utilisateur. Bon, le client se rend bien compte que y a des choses, pas forcément ce qu'il voulait. Potentiellement, notre business plan, faut le revoir un petit peu. Et donc, il va falloir revoir un petit peu nos priorités, revoir nos fonctionnalités, pivoter et ajuster. Donc ça, c'est une phase qui est tout à fait normale sur la vie des entreprises et donc des projets informatiques, donc la partie qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Donc le business et ce qu'on a développé va changer. On a beau avoir fait la meilleure infra et la meilleure architecture, le meilleur découpage du monde, il va changer. Surtout au début. Surtout au début, parce qu'en fait, on ne connaît pas le marché et c'est que quand on l'expérimente qu'on est capable d'ajuster. Bien sûr. Donc le gâteau avait l'air bon, mais il part à la poubelle. Qu'est-ce que ça donne sur nos architectures ? Ah, donc là, côté microservices, va falloir refaire certaines parties, les domaines changent, et donc, s'ils ont changé, il va falloir les bouger. On garde les bases des bonnes pratiques, évidemment, mais ça change quand même pas mal de choses. J'aime bien ton discours. Globalement, on vient de construire une super baraque qu'on pète un an après, mais c'est pas grave, nous déplaçons des petites briques. Là, clairement, on est sur une architecture microservice à avoir prévu des découpages, prévu des choses pour que personne ne se marche dessus, et on se retrouve juste après à tout péter pour tout refaire. Alors, il dit ça, par contre, côté monolithe, on voit qu'il est tout de suite dans la rénovation. On sait la rénovation, comment ça se finit, il reste toujours des traces,
fissures peuvent réapparaître. Bon, on verra. On ne fait pas du travail de peintre, on fait du vrai travail de rénovation et il y a juste quelques petits ajustements à faire et notamment l'équipe continue à livrer et ça c'est un point qui est important d'un point de vue externe, hein, pas forcément purement technique, mais pour l'ensemble de la société. Donc là c'est la rénovation de qualité et qui peut être faite rapidement. On verra. Donc là, ouais. Pardon. Côté bilan, microservices s'en sort toujours pas très bien, ils continuent de sortir de la fonctionnalité. On continue d'investir sur les bonnes pratiques, sur la scalabilité. Ça reste un coût élevé, hein. Là, je vous rappelle, on est sur une pizza team, donc on a quand même un coût élevé sur l'entreprise. Le ROI toujours pas présent. Par contre, on est une pizza team, on arrive à toujours l'embarquer. Là, on arrive à motiver les devs. Et faut un peu de café, mais ça continue de marcher. Ouais, là je vois, au niveau monolithe, hein, les features livrent, mais quand même un poil moins rapidement qu'avant lié au rework. Les coûts augmentent un petit peu avec effectivement ces rework, mais le ROI et la charge de l'équipe restent tout à fait raisonnables, donc on reste sur la même dynamique. D'ailleurs, hein, cette phase, quand on avait travaillé ensemble, cette phase entre les deux 5 ans, c'était... Voilà, quand on a passé la première année, t'inquiète pas, ça va bien se passer, et on a mis en place les briques, et que finalement on se met à tout péter pour commencer, c'est un peu démotivant, quoi. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que ça bouge, hein. Là, c'est pas l'architecture qui va vous faire cet effet-là, mais vous allez devoir bouger votre code. Faut pas en avoir peur, mais ça peut avoir des effets quand même significatifs. Et on passe à l'année 5-8 ans, donc la phase de scaling. Notre société a survécu à l'architecture microservice et donc a fait la première année, la deuxième phase, et donc on arrive sur cette troisième phase, scaling. Donc là, un reportage sur TF1 arrive. Voilà, la nouvelle licorne française est ici, c'est nous. Et donc, va falloir supporter la charge. Tout le monde se rue sur notre site, notre SI, et on va voir un peu ce qui se passe. Bon, c'est un peu plus délicat. C'est un peu plus délicat. Clairement, au niveau monolithe, on avait déjà pris un gros serveur, et là, on est en train de prendre le plus gros serveur du provider pour que ça tienne. On n'a pas prévu de multi-instances et on recrute une équipe dédiée pour essayer de passer cette phase et clairement c'est pas vraiment fait pour et l'équipe est en difficulté importante. Côté microservices, ça roule. Non. Voilà. On en parlera après. Finis ton speech. Non, côté microservices, ça va. Donc voilà, on a pu scaler. C'était à peu près prévu. On a réussi quand même à mettre quelques instances. Ça coûte cher, mais bon, on s'en sort. Ouais, alors là, la photo, elle est clairement mensongère. Ce qui s'est passé sur notre projet, c'est que cette phase de scaling, et donc on devait commencer à avoir les bénéfices de l'architecture microservice, on s'est retrouvé, point mort, à faire du rework dans tous les sens, parce qu'il y avait des difficultés de performance, malgré une architecture qui était conçue pour. Et c'est lié à plusieurs facteurs hein, qu'on a analysés et qu'on a développés, mais notamment au fait que au départ, on n'avait pas forcément une équipe de développeurs très expérimentés sur ces architectures microservices et on l'a payé quelques années plus tard. Il y a une notion qu'on a évoquée tout à l'heure, il y a la notion de bonne pratique. C'est vrai que c'est important de se les donner tôt dans le projet. C'est vrai que ça évite d'avoir des mauvaises pratiques qui se dupliquent dans X services. Ça, c'est assez important. Et effectivement, ça ne se passe pas tout le temps comme ça. Elle est peut-être un peu mensongère, tu as raison. Et il y a également un autre point sur le scaling, le côté humain qu'il ne faut pas oublier. Hein. Les équipes de développement, c'est des êtres humains. Et sur un projet qui commence à avoir une certaine ancienneté, on va avoir des sachants qui vont partir, des gens qui sont là depuis le début, qui travaillaient sur l'ensemble des couches et qui connaissent parfaitement le système. Ces gens-là, ils s'en vont et ça va engendrer un peu le plat de spaghetti. Et clairement, ce n'est pas le moment. On est sur le moment où il faut scaler, où il faudra avoir un maximum d'expertise. Et là, il y a des gens qui s'en vont. Donc le diagnostic devient compliqué. On est obligé de mettre en place une équipe archi-ops dédiée pour tenter de scaler. Les coûts explosent. Le nombre de features stagne. Et pourtant, c'est le moment d'y aller à fond. Ouais, côté microservices, ça c'est un effet dont on ne parle pas souvent. C'est vrai que l'aspect organisationnel est super important. Du coup, le dev qui part, même si c'est un sachant, son scope, son domaine fonctionnel est assez limité. Donc on peut faire rentrer un nouveau dev sur ce petit périmètre, le faire monter très vite à bord. Ça, c'est un effet qui est assez intéressant. On a des bases qui sont déjà en place, on a des bonnes pratiques. Et donc, si on veut créer un nouveau service, même une nouvelle équipe va pouvoir se servir de ces bases et appliquer tout de suite les bonnes pratiques. C'est également intéressant. Et le découpage va faire qu'on va
pouvoir détecter les bugs beaucoup plus vite et surtout ils vont être limités, ils vont être sur un scope donné. Donc ça aussi c'est assez intéressant et ça fait du bien à l'équipe. Ouais, si la société a survécu jusque-là, ça lui fera du bien. Au niveau donc 5-8 ans, le scaling, on voit que les features sont au point mort côté monolithe, de par ces contraintes de scaling difficiles à gérer. Au niveau de technicité, ça devient assez raide, les coûts explosent, la scalabilité est toujours pas gérée, les autres critères le montrent, le ROI devient relativement faible et par contre l'équipe doit bosser très très fort pour s'en sortir. Côté microservices, les fonctionnalités, là, elles sortent. Là, on commence à voir les bénéfices. Côté technique, on en fait un peu moins. On continue quand même d'investir. Il y a eu quelques aléas, forcément, sur le scaling, mais on y arrive. Et les sujets sont assez limités. Ça reste coûteux. Par contre, par rapport à la taille que commence à prendre l'entreprise, ça pèse quand même moins sur l'entreprise. Et donc, le ROI s'améliore nettement. Et forcément, les développeurs, on a moins besoin de mobiliser. C'est assez intéressant parce que contrairement au monolithe, là on commence à avoir beaucoup d'équipes et du coup c'est plus difficile de mobiliser X équipes qu'une petite équipe en mode pizza team. Ouais, clairement c'est un des points forts d'avoir effectivement des équipes plus petites qui travaillent sur des périmètres plus petits et qui peuvent paralléliser les développements. C'est ça, quand il faut les mobiliser pour un bug, pour mobiliser une sortie d'une nouvelle fonctionnalité, on va mobiliser une équipe et un domaine assez limité. Allez, on continue notre histoire et on passe sur l'année d'expansion. Entre 8 et 10 ans, la phase d'expansion, c'est le lancement à l'international. On va avoir des spécificités qui vont être liées à chacun des marchés, un système qui va être géographiquement réparti pour des raisons soit de performance, soit des raisons légales. On n'a plus le droit à l'erreur ni à l'indispo. On n'arrête plus les serveurs pour mettre à jour ou autre. En plus, on peut acheter des nouvelles sociétés qui vont s'intégrer au SI alors que potentiellement ils ont des technologies qui ne sont pas compatibles avec notre système initial. Et voilà à peu près à quoi ça ressemble. Bon, côté microservices, on est chaud, on est prêt pour l'aventure, on y va, gaiement. La répartition géographique est plus ou moins prévue. On a pensé à des choses, il y a d'autres choses à faire, mais voilà, on va y aller. On aime le challenge. La plateforme, elle est disponible globalement. Si un arrêt de service, il est plutôt limité, mesuré. Et l'intégration avec d'autres SI va pouvoir être aussi isolée et limitée. Donc on va pouvoir s'intégrer beaucoup plus facilement. Ouais, côté monolithe, ça continue les difficultés, à moins que vous aimiez beaucoup les combats debout. On a toujours des problèmes d'infra, de serveurs, même si on essaye de s'en sortir. Et le fait d'aller déployer des instances à l'international, en plus des grosses instances avec des gros systèmes, ça peut clairement être compliqué. Et le coût de l'infra va avec, et on n'en voit pas le bout. Donc là, il faut clairement avoir une grosse carte bleue, premium, gold, black, je sais pas quoi. En plus, on est obligé de mettre en place une équipe support pour essayer de gérer tout ça. Donc là, c'est une période assez difficile pour le monolithe et sur lequel les équipes continuent d'avoir des difficultés. Ouais. Et nous, sur notre projet, on n'a pas forcément vécu cette phase-là. On n'est pas encore à cette phase-là, mais c'est vrai qu'elle peut faire assez mal. Si on n'est pas préparé, elle peut faire très mal. Donc là, on passe sur le bilan de la phase d'expansion. Tout d'abord, les features sont toujours fortement ralenties sur une architecture monolithique pure. La technique et les coûts, voilà, c'est à peu près la même chose que ce qu'on avait sur la phase précédente. Par contre, côté microservices, ça a l'air de rouler. Ouais, ça va. Là, les fonctionnalités sortent toujours. On a toujours des problématiques techniques qu'on traite, mais on les traite gaiement. Le coût, forcément, la société grandit, donc le coût pèse de moins en moins sur la société. Il reste à peu près équivalent. On continue à préparer la scalabilité. Maintenant, on est capable d'être réparti de manière géographique. Donc le ROI commence à être très très bon. Et le café, on arrive à mobiliser quelques équipes de temps en temps, mais globalement, on n'a pas forcément besoin de cravacher. Voilà, la complexité d'une architecture microservice est quand même diluée, parce qu'on a des équipes qui sont assez importantes et des gens qui sont dédiés. Mais effectivement, ça c'est quelque chose qui est un point important, c'est que les phases de développement de la société et de scaling et d'expansion vont plutôt bien se passer. Et nous, c'est pas quelque chose qui nous fait très très peur sur le projet. C'est ça. Donc on passe au bilan ? Oui, on va passer au bilan, tout à fait. On vous a montré donc les différentes phases de développement d'une société et on va faire le bilan en essayant de mettre en avant différents profils et différentes perspectives.
Le premier bilan, c'est sur la satisfaction de l'architecte PowerPoint. Mais alors Olivier, c'est quoi un architecte PowerPoint? Alors certains dans la salle savent ce que c'est qu'un architecte PowerPoint. Un architecte PowerPoint, c'est quelqu'un qui va intervenir au début d'un projet, qui va poser sur son PowerPoint l'architecture à adopter, et puis s'en aller et aller faire ça sur un autre projet. Donc, ça met en avant un point qui est important, c'est que, oui, je vois que certains d'entre vous imaginent quelqu'un dans leur entourage, ça met en avant un point important, c'est que l'architecture monolithique n'est pas sexy. L'architecture monolithique, c'est pas à la mode, on fait plutôt des microservices, tout le monde fait des microservices, c'est une bonne idée. Donc c'est pour ça que l'architecte PowerPoint, il a une satisfaction extrêmement importante dès le début du projet sur une architecture microservice, alors que si on lui demande de mettre en place une architecture monolithique, bah, il n'est pas content. S'il part à zéro à ce niveau-là, c'est qu'il n'est plus sur le projet. Donc on n'a pas d'évolution dans le temps. Ça lui permet aussi de faire des beaux schémas, plein de cases, il y a beaucoup plus de cases. Voilà, c'est quelque chose qui est nécessaire. Hein. Ce qu'on a juste voulu mettre en avant par cette slide, c'est que il est important de voir comment l'architecture choisie évolue dans le temps, et pas juste en claquer et puis changer de projet à chaque fois, parce que sinon on rate toute l'évolution dont on vient de vous parler. Deuxième facteur, le PDG Happiness. Alors le PDG Happiness, ça va être le persona qui, lui, voit les features sortir, est capable de voir son produit évoluer et de proposer ça à ses clients. Sur une architecture monolithique, au départ, ça livre sans souci, alors que côté microservice, bah, au départ, on fait de la tech. On fait de la technique, on met en place des archis, des concepts, des mécaniques pour faire communiquer les microservices entre eux, et on livre pas grand-chose. Donc au départ, clairement, hein, sur les 3 premières années, le PDG, il se demande qu'est-ce qu'il fout. C'est pas que les équipes font rien, on en est tous conscients. C'est juste que, vu l'argent dépensé, pourquoi il n'y a pas plus de features qui sortent? Ouais, c'est quelque chose sur notre projet, tu as assez mal vécu. Bah, je l'ai très très mal vécu parce que j'ai l'habitude de travailler sur des petits projets qui livrent vite. Et c'est vrai que j'étais devant une inconnue, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qui se passait, je ne comprenais pas. Tu voyais des devs en sueur et puis... Bon. Je voyais des gens qui souffrent et qui livrent pas. Ça, ouais, c'était effectivement un peu bizarre. Au fur et à mesure de l'évolution, donc là on voit qu'on arrive sur un point de pivot entre le monolithe qui lui, en fonction du scaling, la phase de scaling et d'internationalisation, ben, on va arriver à livrer beaucoup moins facilement. Donc le PDG elle se dit bon ok, les équipes cravachent mais ça livre moins, donc je suis quand même moins satisfait. Et à l'inverse, le microservice dans le temps va être capable de livrer, scaler et de répondre aux besoins de la société qui est en forte croissance. Ouais, on ne le voit pas là, mais il se peut même qu'il y ait certaines entreprises qui doivent carrément arrêter les fonctionnalités. Donc potentiellement, on pourrait même avoir un pic à zéro du PDG. C'est vrai que ça arrive, bah voilà, on est bloqué, on ne peut plus scaler. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête, on fait de la technique pendant 6 mois, 1 an. Ça peut être des problématiques et certaines entreprises sont passées par là. Tout à fait. Si elles ont survécu après ça. Oui. Au niveau du stress des devs, bah, côté monolithe, au début ça va. Puis petit à petit ça devient spaghetti. On commence à avoir des sachants qui partent. On met des rustines. Et là ça commence à être compliqué. En plus il y a voilà, il y a beaucoup plus de monde qui arrive dans la boîte, il y a des bugs qui apparaissent, on essaie de dire bah, tiens c'est telle équipe, c'est peut-être une autre, voilà, on ne sait pas trop, chacun se rejette et ça met tout le monde en défaut. Côté microservices, ben, au début, voilà, comme on le disait, le chef de projet, le PDG va avoir une forte attente, donc ça stresse quand même pas mal les devs. Et petit à petit, par contre, bah, vu que les pratiques sont assimilées, qu'on reste sur des petits domaines, et ben on continue à livrer et bah, les devs sont plutôt contents, pas trop stressés. Et en général, ça fait de belles missions. Ça fait de belles missions techniques, ça fait des choses chouettes. Techniquement, c'est le pied une architecture microservice, hein, mais il n'y a pas que la technique. Mais voilà, on a forcément grossi le trait sur cette présentation en essayant de mettre en avant une architecture pure monolithique ou une architecture pure microservice. Dans la réalité, il y a des difficultés, même avec des approches comme ça. On peut avoir par exemple des microservices qui sont finalement pas très scalables, et plusieurs microservices qui partagent la même base de données, imaginons. Ou plutôt dans l'autre sens, des monolithes qui sont multi-instances et qui, dans ce cas-là, sont capables de scaler un peu plus facilement. Bien sûr, donc là on a pris le choix d'avoir un monolithe qui ne scalait pas. Évidemment, ça peut scaler un monolithe, juste qu'on va dupliquer l'instance complète, hein, mais ce n'est pas un souci. Il y a quelques petites choses à penser, mais ce n'est pas un souci en soi. Nous, on a eu le cas sur notre projet, des microservices qui ne scalaient pas.
C'est dommage, microservice avec une seule instance. Et après y avoir passé autant de temps. Ouais. Mais effectivement, c'est ce genre de choses où il faut se dire que c'est pas parce qu'on a posé les concepts d'une architecture qu'elle va être implémentée d'une manière à cocher toutes les cases. C'est toujours pareil, c'est encore plus coûteux de faire des microservices qui soient scalables, qui soient capables de prendre des bases de données réparties ou autres, ou je sais pas trop quoi. Donc voilà, dans le détail de l'implémentation, entre une stratégie initiale et le déroulé, il y a toujours une différence. Oui, puis on a pris des biais là sur notre exemple. Alors, est-ce que c'est tout blanc ou tout noir? Dans le discours qu'on vous a donné, oui, vous imaginez bien sûr que dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. Martin Fowler, sur ce schéma, nous met quand même en avant un point qui est important, c'est que si je pars sur le chemin microservice dès le départ de mon projet, c'est risqué. Point. Il n'y a pas à discuter. C'est risqué parce que on va avoir des périmètres qui changent, une infrastructure complexe, multiples serveurs, ça va être compliqué au niveau Ops, au niveau Dev, au niveau logiciel à acheter avec des licences hors de prix. Bref. On est totalement tombé dans ce cas-là, et en plus, comme le disait Olivier, on avait des développeurs juniors. Donc là, ça a été difficile. Ouais. Et puis, c'est clairement, il y avait quelques expérimentés et des juniors, mais travailler sur un contexte d'architecture microservice sur un business qui est mouvant, c'est la branche du haut. Il y a une autre approche qui est de partir sur un monolithe au départ. Ça. On peut partir sur un monolithe, on peut également commencer à le découper à un moment donné, et puis petit à petit enlever des briques. La partie difficile, c'est quand est-ce qu'on va le découper. C'est ce qu'on voulait essayer d'apporter dans cette présentation. À notre sens, c'est dans la phase d'amorçage. Donc c'est assez tôt quand même. Vous vous rappelez, c'est la deuxième phase. Mais ça veut dire qu'assez tôt, il va falloir investir dans ce découpage. Donc même si le monolithe ça roule, il va commencer à falloir investir pour faire un petit peu plus de tech, pour commencer à découper des domaines, pour pouvoir commencer à découper des équipes peut-être. En général, un indicateur intéressant, c'est d'écouter les devs. S'ils commencent à râler, dire là c'est du legacy, là il y a de la dette, c'est peut-être qu'il va falloir commencer à traiter cette dette et peut-être en profiter pour découper. Ouais. C'est d'ailleurs des seuls moyens pour pas se trouver au pied du mur dans une phase de scaling. Sachant que la cible sur ces deux branches, c'est bien d'arriver sur une architecture type microservice, mais la stratégie pour y arriver n'est pas la même en fonction des risques et de l'investissement qu'est capable de mettre la société dans le ça peut faire très mal en fait si on arrive à cette phase de scaling sans y être préparé. Voilà, on avait vu la voiture qui était en panne, clairement peut se passer ça dans la réalité. Vous arrivez sur cette phase et vous savez plus quoi faire. Vous êtes déjà à fond et vous savez plus quoi faire. Donc il faut le préparer, c'est peut-être un peu d'investissement, il faut arriver à le justifier, mais il faut vraiment écouter les devs dans ce cas-là. Alors je ne sais pas comment ça se passe vous sur vos projets, nous on a eu la chance d'avoir un client qui a écouté les équipes de développement, et les équipes de développement qui disaient là si on continue on va dans le mur. Et il y a eu pendant certaines périodes des stops de fonctionnalité jusqu'à que la technique suive. Et pourtant on était sur une architecture microservice. Mais ce n'est pas une raison, la dette technique s'accumule quelle que soit l'architecture. Et donc ça c'est un point qui est important, ça se défend, et c'est pour ça notamment des tech leads, des scrum masters peuvent aider à ça, mais c'est un point qui est important sur tout projet. Donc au niveau de ce point, alors ok, donc on voit les bénéfices du monolithe au début, puis tout de suite après ça a baissé dans le temps, et puis les microservices ça va être un peu plus lissé. On va avoir un manque de productivité au début, mais par contre après ça va être à peu près constant. Pourquoi ? Ça reste complexe. Par contre il y a un point sur lequel les rôles s'inversent, et ce point-là il n'est pas forcément facile. Il n'est pas forcément facile parce qu'en fait, rétrospectivement, on sait exactement où il était. Mais quand on est la tête dans le guidon, dans le projet, c'est très difficile de savoir à quel moment on va prendre notre monolithe et on va commencer à extraire des services, on va faire évoluer l'architecture, parce qu'on est dedans et on ne s'en rend pas forcément compte. Donc là, avec ce schéma, c'est hyper clair, c'est simple, c'est là, qu'est-ce que tu nous emmerdes, Nicolas ou Olivier, là. Mais dans la réalité, c'est quelque chose qui est assez intangible, et ça nécessite d'avoir quelqu'un qui prend un peu de recul et qui se dit ok les gars, là on commence à être sur la phase où on perd de la productivité, donc si on a envie d'en regagner, ou en tout cas de pas de continuer à en perdre, là il faut ajuster. Ouais. C'est surtout pas facile, et c'est pas adapté aussi à tout le monde.
Potentiellement, une entreprise qui va avoir 5-6 employés, son ambition c'est juste de rester sur Clermont. Peut-être qu'elle va jamais atteindre ce point. Peut-être que le monolithe va suffire. Inversement, peut-être qu'une une grosse société elle va préférer mettre des microservices parce qu'elle sait qu'elle va pouvoir changer une équipe assez facilement sur cette architecture-là. Donc voilà, c'est un choix et c'est intéressant aussi d'avoir un peu la projection de la société. On ne peut pas vraiment savoir à l'avance et en fait, on vous a présenté un parcours idéal d'une startup. En général, ça ne se passe pas comme ça. Des fois, ça peut aller très vite sur les premières années et puis après, ça peut ralentir. Ou inversement, ça peut prendre beaucoup de temps à partir et puis d'un seul coup, en quelques années, passer de 10 employés à 500. Donc voilà, ça peut être... les phases ne sont pas homogènes et ça peut être vraiment difficile à trouver ce point-là. Par contre, il faut s'y pencher, il faut prendre de la hauteur, comme tu le disais. Et voilà, si on ne s'y penche pas, on risque de foncer dans le mur. Moi, je ne sais pas si vous connaissez les stats, mais du nombre de projets informatiques qui vont jamais au bout ou qui sont jamais utilisés. Mais il y a quand même pas mal de projets qui s'arrêtent là. Donc c'est vrai que commencer des microservices, potentiellement, on va jamais arriver jusque-là, comme on l'a dit plusieurs fois. Et donc dans notre bilan, on va essayer de finir avec des conseils sur ces architectures et leurs impacts. Donc déjà, il faut pouvoir écouter les parties prenantes, que ce soit les devs, les architectes, les PO, les chefs d'entreprise. Tout le monde a son point de vue, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne fait pas un SI pour se faire plaisir. On est des techos, on adore ça, c'est même sympa, même si j'ai trouvé ça très douloureux, j'ai trouvé ça intéressant, mais on ne fait pas une belle archi pour se faire plaisir. On fait ça pour livrer des fonctionnalités et faire avancer le projet ou l'entreprise. Et inversement, le chef de projet, le PO, s'il demande les fonctionnalités, c'est que lui, il a besoin de se faire connaître auprès des clients, il va avoir besoin de livrer, surtout dans les premières phases. Et voilà, s'il nous challenge un peu sur l'archi, sur la rapidité, c'est aussi pour des bonnes raisons. Donc il faut savoir écouter ces parties tout au long de l'évolution de la société. Et les développeurs, l'équipe qui réalise, a également bien sûr son mot à dire. Quand on a des alertes qui sortent sur la deck technique et sur des difficultés à implémenter certaines fonctionnalités, clairement, il faut s'y pencher. Nous, on a eu des cas où les données étaient sur 4 microservices différents et il fallait juste retourner un flux qui fait coucou. C'était compliqué. Et c'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste que l'architecture a un impact très important et là, il faut savoir ajuster les périmètres. C'est ça. Autant le chef de projet, son rôle, c'est de vous écouter, autant vous, c'est de lever ces alertes-là. C'est vraiment important parce que il n'y a que vous qui êtes sur le terrain et qui pouvez voir un peu comment ça va se passer. Le deuxième point, c'est partager la vision de l'entreprise et les objectifs court et long terme. On fait une archi, on développe un projet pour des besoins. Si on vous dit jour 1, il va y avoir 400 000 personnes par minute sur le système informatique, ça ne se conçoit pas pareil que si on va avoir une croissance qui est à un rythme soutenable. Et donc ça, c'est un impact important et on sait ce qu'on va devoir faire et donc les investissements infra à mettre en place. D'ailleurs, sur ces deux points, on a été plutôt gâtés sur notre projet commun. C'est vrai que sur le premier point, tout le monde a été à l'écoute de ces parties. Ça nous a vraiment permis de pouvoir pivoter, de pouvoir avancer. Et également sur la vision d'entreprise. On savait qu'on était sur une architecture microservice, on savait qu'on avait quelques galères. Par contre, la projection, c'était de grossir. Et donc ça, c'était assez intéressant. Toujours pareil, si vous avez un projet informatique où en gros, il y a les devs qui sont d'un côté, et puis ça c'est les devs, on les laisse faire. Non, clairement, quand on développe un projet, on a besoin d'être intégré dans la stratégie, qu'on nous explique ce qui doit être fait, comment ça doit être fait et à quelle échéance, tout simplement pour que ça suive et que ça se déroule. Ça paraît évident, mais malheureusement, ce n'est pas le cas sur tous les projets. D'ailleurs, sur le deuxième point, c'est pas parce qu'on vous dit tout de suite il va falloir 400 000 appels jour qu'il va falloir développer ça. Tu avais une petite expérience, Olivier, avec ça? Oui, c'est vrai. On avait fait un projet avec quelqu'un ici présent. Et on nous a dit, ce projet-là, il doit se lancer. Premier jour, on va avoir 200 000 utilisateurs, il faut que ça tienne et tout. Donc on a tout blindé, on a avancé 3 fois moins vite. Le projet n'est jamais sorti. Donc et puis ça nous est, je pense, à peu près tous arrivé. Donc clairement, sur ce genre de choses, il faut avoir une approche très pragmatique. On livre progressivement avec des performances suffisantes, mais faire de l'over-engineering, c'est jamais une bonne idée, même si ça nous fait plaisir. C'est ça, donc une vision oui, mais de manière itérative quand même. Ouais, c'est ça. Donc il n'y a pas de mauvaise architecture, il faut juste une architecture qui soit adaptée au business model et au développement de l'entreprise.
Après, les monolithes, les bons vieux monolithes, sont quand même à reconsidérer. Ouais, donc ça c'est quelque chose qui est intéressant. Donc effectivement, les monolithes ont un peu une connotation un peu négative. C'est pas sexy. Voilà, voilà, si on fait des monolithes, on est peut-être sur quelque chose d'un peu vieillot. C'est pas le cas. Voilà, c'est des choses à regarder. D'ailleurs, on avait joué un peu ce débat-là sur une conf à l'IUT. Et en sortant, bah, les étudiants se sont dit, bah, nous en fait, il faut qu'on fasse des monolithes. Alors c'était pas tout à fait le message qu'on avait fait passer, mais dans leur tête, c'était si je veux faire une architecture moderne, c'est des microservices. Pas forcément le cas. En fait, c'est pas ça. Et surtout, la vérité est un peu entre les deux, avec des monolithes pour aller vite qui vont évoluer vers une architecture microservice. Et donc ça, justement, ça crée des reworks. Et dans l'agilité, il y a accueillir favorablement le changement. Bah là, on va être servi. Là. Ouais, ça c'est des choses aussi, changer d'architecture. Alors là, on a parlé que de monolithes et de microservices, mais c'est des choses qui arrivent. Faut pas que ça fasse peur, ça se fait très bien. Il faut juste le prendre en compte et voilà, on le sait que le projet va évoluer, on sait qu'on va devoir bouger, puis peut-être qu'il y aura d'autres architectures. Voilà, il faut les considérer et prendre les choses de manière positive et puis voilà, et avancer comme ça. Eh bien, merci à tous pour votre attention et on est bien sûr ouvert à questions-réponses. Merci. Ou pas de questions et pas de réponses. Bon, vous allez partir sur quoi sur votre prochain projet? N'hésitez pas à nous faire des feedbacks. Donc là, c'est le QR code si vous voulez nous faire des feedbacks. Ce sera avec grand plaisir. Allez, eh ben merci à tous. Merci.